Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Alain Boer. Bonjour. Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire des Arts et Métiers. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité, de défense. On va revenir bien sûr ce matin sur ce qu'il s'est passé cette nuit, mais aussi sur la stratégie de maintien de l'ordre. Le nombre d'interpellations, on l'apprend à l'instant, ce sont 667 interpellations. La propagation également à de nombreuses villes de France. Je voudrais d'ailleurs qu'on commence tout de suite par un témoignage que l'on a reçu ce matin sur RMC et qui montre à quel point, par rapport à hier, où le nombre de villes qui étaient déjà élevées était malgré tout relativement resserré. On va entendre dans un instant le témoignage de Guillaume qui habite à Podensac. Podensac, c'est 3000 habitants. On a eu également le témoignage de Jérôme qui, lui, était à Limoges, qui s'est fait caillasser cette nuit. On a l'impression que toutes les villes, y compris Marseille, qui étrangement Marseille n'était pas, par exemple, dans les émeutes de 2005. Marseille a basculé cette nuit. Est-ce que ce matin, d'après les informations qui vous remontent, on peut dire qu'il n'y a quasiment pas de territoire en France qui ait été épargné la nuit dernière ? Oui, c'est un phénomène d'expansion assez classique par ailleurs, hein. Soit les événements sont concentrés sur un endroit, un moment et un événement, soit il y a un phénomène d'extension lié à la nature, l'ampleur de la tragédie, l'émotion publique, la possibilité pour l'opinion de s'identifier à la victime ou aux conditions dans lesquelles un événement s'est produit. Et au tout début de ceci, sur votre chaîne d'ailleurs, j'indiquais que le classique de cette affaire se limitait à deux options. Une option 3 jours, 3 nuits, assez concentrée, ou une option un peu plus longue et un peu plus étalée, qui ressemblerait à 2005, mais en beaucoup plus intense et en beaucoup plus concentrée. Concentrée dans le temps, mais pas dans la gravité et la dureté des événements. Donc nous sommes plutôt dans l'option 2, c'est ce que le renseignement avait anticipé, c'est ce que le gouvernement avait anticipé, ce qu'il n'avait pas anticipé. Parce que, je veux dire, autant la nuit dernière, oui, on voit, il y a eu 40 000 forces de l'ordre qui ont été déployées dans toute la France. La veille, il y avait 2000 policiers à Paris, vous n'avez pas vraiment anticipé. Du deuxième jour. C'est ça, le premier jour, c'est la découverte de l'événement. Oui, enfin, pas échappé, mais disons que, comme tout le monde, on jauge l'ampleur de l'événement. Vous avez assez rapidement compris, en édition spéciale ici, en montrant ce qu'était la nature et la gravité de l'événement, que évidemment tout ceci n'allait pas se limiter à une manifestation symbolique à Nanterre. Et je dirais même, et heureusement d'ailleurs, puisque la mort d'un individu pour un délit routier, sauf quand on fonce dans les policiers, c'est-à-dire quand on est dans la tentative d'homicide, ne nécessite jamais ce qui s'est produit. C'est inacceptable, c'est inexcusable. Non, je dis pas ça. Alors, j'enseigne la criminologie. Dans la criminologie, il y a le droit pénal et la présomption d'innocence. C'est pas que je le raconte pas seulement qu'à mes étudiants. Je me l'applique à moi-même. Mais j'ai beaucoup apprécié l'intervention hier sur votre chaîne de l'avocat du policier qui a déterminé exactement les conditions dans lesquelles on peut dire et ne pas dire des choses. Techniquement parlant, la faute des deux policiers est grave. Et s'ils avaient été des étudiants ou s'ils avaient été en exercice, on leur aurait pas mis la moyenne. Ce qu'ils ont fait n'est ni bien fait, ni correctement fait, ni réglementairement fait. Point. Cette partie-là, c'est-à-dire la première interpellation, entre guillemets, le refus d'obtempérer, le quasi-délit de fuite, et la deuxième qui est la pire de toutes, parce qu'on ne peut pas se coucher sur un capot ni s'encastrer dans un véhicule en considérant les risques qu'on prend soi-même et les risques qu'on fait prendre aux autres. Pour le reste, la nature du tir elle-même est le sujet. Et c'est ce qui est inexcusable et inacceptable, c'est l'éventuelle transformation de ce qui s'est produit en un mensonge virtuel. Alors je dis virtuel parce que hier, Maître Liénard a expliqué qu'en fait, il n'y avait ni déclaration ni procès-verbal qui aurait créé ce mensonge. Donc, dans l'attente de la vérification en question... Je vous propose qu'on écoute directement l'avocat si qui, effectivement, comme vous le dites, était sur BFM TV hier. Évidemment, il s'est ému de la mort de ce jeune homme. Les premiers mots qu'il a prononcés, c'était pour dire pardon. Et les derniers mots qu'il a prononcés, c'était pour dire pardon. Pardon à la famille, pardon à ce gamin. Évidemment, il est dévasté, il ne se lève pas le matin pour tuer les gens, loin de là. Il n'a pas voulu tuer. Il n'a vraiment pas voulu tuer. En revanche, c'est une chose de regretter d'avoir tué quelqu'un. Et c'est une chose de se dire, j'aurais pu faire autrement. Et aujourd'hui, mon client, il dit, j'aurais pas pu faire autrement. Parce que j'étais dans une situation où j'étais vraiment contraint de le faire.
Dirait-il la même chose s'il n'y avait pas eu l'image ? Je ne sais pas, et c'est un peu le problème. Moi, je suis pour que les policiers portent des caméras en permanence, tout le temps, de manière systématique. Alors, il y a, paraît-il, un défait technique, c'est que les motards ne pourraient pas porter de caméras. Il s'agissait de motards, en l'occurrence, oui, d'ailleurs. Ils ne pourraient pas porter de caméras parce que leur équipement serait incompatible. Il est largement temps que le ministère de l'Intérieur et les policiers comprennent une bonne fois pour toutes que les caméras sont partout. Et que s'ils veulent se justifier, il faudra qu'ils les portent tout le temps, en permanence, et qu'ils arrêtent de vouloir dépasser le sujet, faire croire qu'elles sont en panne technique ou qu'il n'y a pas de solution au problème. Ils sont en train véritablement de se suicider politiquement, réglementairement et vis-à-vis de l'opinion publique, en essayant désespérément d'échapper au regard des citoyens et des autres. Il y a beaucoup de choses qu'ils font qui sont justifiables et pour lesquelles ils sont poursuivis à défaut, ou mis en cause, ou agressés. Il y en a d'autres où ils sont coupables et responsables de leurs actes, et s'ils veulent pouvoir les justifier, il faut que tout soit justifié en permanence. Tant qu'ils n'auront pas compris ça, eh bien nous serons toujours dans cette situation du doute, et donc le doute ne leur profite pas. Le jour où ils auront enfin compris ça, et c'est valable aussi pour le RIO, le numéro d'immatriculation, qu'ils doivent régulièrement porter, ils nous disent effectivement qu'ils n'étaient pas vraiment lisibles, ou qu'ils n'étaient pas vraiment là. Non, il faut que les organisations syndicales lisibles, et le ministère de l'Intérieur, la direction de la police nationale comprennent que leur intérêt, leur reconquête de la confiance, leur capacité à travailler dans de bonnes conditions passe par ces respects de ces obligations et développement de ces conditions naturelles d'exercice de leur travail dans un espace où les caméras sont partout. Voilà, les choses sont très claires. Alain Boer, voyons maintenant ce qui s'est passé cette nuit et si les forces de l'ordre étaient effectivement proportionnées. Question également pour les jours à venir. Mais je vous l'évoquais, ce témoignage ce matin, Podensac. Podensac, c'est dans le sud de la Gironde. 3000 habitants, voilà ce que raconte Guillaume. Mais en arrivant chez moi, j'ai croisé des voisins qui étaient dehors et tout. Toutes les poubelles étaient renversées. Après, ils ont tiré au mortier sur la gendarmerie, à Podensac. Ouais, on est une petite commune, donc c'était une dizaine de jeunes apparemment. Et ils ont essayé de tirer au mortier sur la gendarmerie. Ils ont tout renversé dans les rues, les poubelles, machin. Donc moi, ma femme, en fait, quand je suis rentré, elle était réveillée et tout. Elle a entendu des grands booms. Elle pensait que c'était un feu d'artifice qui était pas loin. Parce qu'honnêtement, nous, dans notre commune, j'aurais jamais cru qu'il aurait pu avoir ça chez nous, quoi. Guillaume qui a eu le réflexe d'appeler le 3216 le standard d'RMC. Je n'aurais jamais cru que ça puisse arriver chez nous. Oui, mais pourtant, ça arrive déjà partout. La carte du trafic de stupes, c'est la France entière. C'est pas les grandes villes et les banlieues. C'est les petites et moyennes villes. C'est même des agglomérations ridiculement petites. L'idée générale que tout ça est un grand jeu, que nous sommes dans une télé-réalité permanente, que c'est une TikTokisation de la révolte, de l'émeute ou du feu. Je me suis contraint de regarder, j'ai beaucoup de jeunes filleuls, enfin d'un âge adolescent à un peu plus élevé, et donc je regarde ce qu'ils regardent, et la version TikTok et les autres réseaux sociaux. Et je découvre avec intérêt et stupéfaction qu'on est passé de la révolte, la hargne, la rage, à la joie, au fait que tout ça est amusant. Que c'est rigolo de brûler une bibliothèque, brûler un bus, on entend, attaquer alors, un puisque commissariat. vous faites référence à TikTok, et c'est vrai que c'est important aussi de voir comment ça se diffuse, les lives TikTok, comme on dit, c'est-à-dire ces images prises en direct par certains des émeutiers qui filment en direct ce qui se passe. On les entend en effet beaucoup rire. Oui, c'est fun. Rire des moments où les cocktails explosent, où les feux prennent, où les voitures parfois tentent de rebrousser chemin. Oui, et en 2005, par exemple, les événements se démultipliaient après le journal de 20 heures où le bilan de l'année, il y avait une sorte de compétition du feu de véhicules. Aujourd'hui, c'est en direct, en live. Et donc, tout ceci amène à une accélération des événements et à un côté grand jeu, grand moment de plaisir et de joie, y compris quand on brûle la bibliothèque municipale historique de Marseille, qui est un petit joyau local, sous le regard halluciné tous les autres. Mais pour eux, tout ça, il n'y a plus de conséquences, puisque nous ne sommes plus dans un univers réel, mais dans un univers devenu totalement virtuel. Et pour autant, en effet, comme vous le dites, ça n'est pas virtuel. J'en veux pour preuve plusieurs témoignages également, là encore sur RMC ce matin, d'habitants qui, certains dans la région de la banlieue de Lyon, d'autres dans la région de Lille, nous ont dit avoir vu des armes à feu. C'est-à-dire ces jeunes ne se promenaient pas juste avec des cocktails Molotov, qui évidemment sont déjà une forme d'arme, mais avec des véritables fusils d'assaut pour certains. L'un d'eux, Didier, qui est dans la région de Lille, nous dit même avoir vu ces jeunes cachés
caché un certain nombre de fusils, avoir fini par lui-même appeler la police pour qu'il puisse trouver ses armes. Didier qui précisait qu'à 40 ans, il faisait partie normalement de ces jeunes-là en 2005. Il dit c'est là que la nature de ces émeutes a changé. Est-ce que ça, vous pouvez nous le confirmer ce matin? Alors, elles sont plus intenses, elles sont plus jeunes, elles sont à un moment beaucoup plus difficile à gérer puisque les collégiens et les lycéens sont ailleurs, puisqu'il n'y a plus d'école. C'est un moment où l'encadrement social, les activités ludiques, les activités de l'été n'ont pas encore commencé, où une partie de ceux qui devaient partir en vacances ne sont pas partis encore en vacances. Donc c'est une concentration et une configuration particulièrement dangereuse. Pour ce qui est des armes à feu, il n'y a eu, à l'exception, je crois, d'un tir de chevrotine, pas eu d'usage à ce jour. Et en général, quand on cache ces équipements, c'est parce qu'elles permettent de gérer le trafic et la cohérence et la stabilité du trafic de stupéfiants, ce qui avait arrêté... Il y a un lien, depuis le début, vous me dites, Alain Boer, quand je vous ai parlé de la diffusion géographique des violences, vous avez immédiatement dit, oui, mais enfin, ces violences, elles sont déjà dans toutes ces villes-là, avec le trafic de drogue. Est-ce que ces deux questions se superposent? Alors, le trafic et le deal ont besoin de calme. Le business n'aime pas le désordre. Mais en même temps, en 2005, le business était atteint par une réduction des flux et une augmentation des prix qui avait accentué le processus général lié à la mort tragique de 2 enfants dans un transformateur électrique. Je rappelle que l'émotion avait été elle-même considérable. Donc, il y a des éléments. Là, on n'est pas dans cette situation. Et donc, pour l'instant, à un moment ou à un autre, les opérateurs du trafic vont être les premiers à vouloir rétablir le calme. Mais ils font comme tout le monde. Ils laissent fuser la vapeur. Et je voudrais vous indiquer peut-être un bon signe ou un signe qui mérite d'être pris en compte. C'est que quand on passe de la revanche ou la vengeance au shopping, c'est-à-dire les pillages qui ont commencé à avoir lieu cette nuit. C'est ce qui a basculé cette nuit. Voilà, c'est probablement le début du changement de la nature même du processus. C'est-à-dire ? En général, c'est le moment où on est au plateau et on commence à descendre avec des répliques plus ou moins élevées en fonction d'autres événements qui pourraient relancer la machine, un blessé, un mort, tous ces éléments qui sont dans la confrontation toujours possible et donc il faut être toujours extrêmement prudent. Mais le passage de la révolte et de la rage au pillage est en général un moment où on est en train de revenir à une situation moins intense et moins violente. On est plus dans la vitrine que dans l'affrontement. Alors cette nuit, on avait les deux. Il y avait encore un certain nombre de commissariats qui ont donc été pris pour cible, commissariats, écoles, établissements publics, mais également, vous le disiez, des pillages. Je pense notamment à ce qui s'est passé à Sevran. À Sevran, c'est un magasin, de nombreux magasins qui ont été pillés, mais en particulier l'un qui est le magasin Action, dont il ne reste littéralement plus rien. On a regardé les images ce matin. Il a d'abord été pillé, puis incendié. Il n'y a même plus de toit dans ce magasin Action. Dans les rues de Marseille, ce sont de nombreux commerces qui ont été pillés dans les rues commerçantes. Et ça a été le cas également dans le centre de Paris. Ça veut dire que peut-être c'est un peu moins une révolte. Comment vous qualifieriez ? La révolte est en train de changer. Enfin, il est possible que la révolte soit en train de changer de nature. Et donc, l'analyse qui est faite, on en a beaucoup parlé entre nous, on n'est évidemment pas tous d'accord, et puis le pronostic est toujours un art extrêmement difficile, puisque des tas d'événements peuvent venir là, mais nous avons considéré depuis le début, en fonction de la date de l'Aïd, de la situation des collégiens, des lycéens, des événements tels qu'ils se sont produits, et du moment où le pillage deviendrait plus important que la révolte ou l'émeute, c'est pas exactement la même chose, que a priori on est plutôt aujourd'hui vers un niveau haut de confrontation, mais qui est plutôt l'indication qu'on serait arrivé à ce qu'on appelait le fameux pic. Ce que vous disiez, c'est-à-dire quelque chose d'à la fois intense, mais peut-être un peu plus court, en tout cas dans le temps. L'âge des émeutiers, les renseignements parlent de jeunes de 14 à 18 ans, pour certains même dès 11 ans. Oui, plus jeunes, oui, bien sûr. C'est les plus jeunes, c'est les collégiens qui sont dehors. Comme les lycéens étaient dehors en 86 et pas les étudiants, ce sont les collégiens. Et d'ailleurs, il y a un phénomène que vous avez vous-même, j'ai écouté ce matin vos auditeurs, certains sont de la génération 2005. Ils sont aujourd'hui, comme on dit, rangés en famille, etc., inquiets pour leurs propres enfants. Et en même temps, ils comprennent ce qui est en train de se passer.
et ils aimeraient bien que ça s'arrête. Parce que s'ils comprennent l'événement en tant que tel, c'est-à-dire l'émotion, ils ne sont pas favorables au pillage et notamment à la destruction de ce qui leur permet à eux-mêmes de vivre, c'est-à-dire les équipements publics. L'émotion et la rancœur. L'émotion d'abord, vous le disiez, et c'était très frappant ce matin, vraiment je remercie particulièrement les auditeurs d'RMC de nous avoir appelés au 32-16 depuis ce matin. On a eu notamment ce témoignage d'un homme qui a vu ce matin une jeune femme en pleurs devant la carcasse de sa voiture, une mère de famille qui ne pouvait pas partir travailler, mais dont le jeune frère, faisait partie des émeutiers. C'est-à-dire qu'elle disait, en fait, à la fois, je comprends, c'est mon frère, je comprends leur colère, et en même temps, ce désarroi, cette détresse absolue de ne plus, d'être elle-même la victime de ces émeutes, d'avoir sa voiture qui avait été cramée sous ses yeux. D'autres, en effet, vous le disiez, qui ont 40 ans aujourd'hui, qui avaient 20 ans au moment des émeutes, mais qui comprennent, et c'est là que j'en viens, je passe de l'émotion à la rancœur, qui comprennent la rancœur. C'est-à-dire qu'ils disent, tout cela est très profond, il y a un véritable sentiment d'injustice. Oui, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, une partie de cette incompréhension, elle est aussi dans l'appareil de l'État. L'appareil de l'État en France, c'est un appareil central qui promet tout, garantit tout et pense qu'il sait tout faire et qui s'est retiré d'une partie de ces espaces. Et au lieu de prôner, par exemple, le couvre-feu, c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Refaire venir les familles dans la rue. Il faut que les citoyens reprennent la rue, reprennent le contrôle de la rue, pour que chacun visualise bien que la principale victime des exactions qui sont en train d'avoir lieu, ce sont les familles elles-mêmes. Ceux qui n'auront plus d'école, ceux qui n'auront pas de bibliothèque, ceux qui n'auront plus de voitures, ceux qui n'auront plus de bus, ceux qui n'auront plus de transport, ceux qui n'auront plus de magasins, ceux qui ne pourront plus faire leurs courses, ceux qui ne pourront plus travailler comme à Roubaix, ce sont leurs parents. Et ce phénomène-là n'est pas arrivé. La rencontre entre le virtuel et le réel, entre le jeu, le game, le fun, et à un moment, il faut sortir de la VR pour revenir dans la réalité réelle, n'est pas arrivé. Parce que la confrontation avec les parents qui sont les mêmes, on a vu d'ailleurs des mères de famille ou des pères de famille en train de récupérer les gamins du genre maintenant tu rentres. Alors évidemment, et quand ce dialogue a lieu, il est le plus souvent fructueux. Oui. On avait ce témoignage ce matin de Karim qui a réussi à convaincre les jeunes de ne pas mettre le feu à un dépôt de camions. Oui. Mais la réhabilitation du rôle de la famille, parce qu'il disait, je suis par un État qui les a toujours méprisées, considéré qu'elles devaient être hors de l'école, que ce n'étaient que des usagers et pas des citoyens. Et le sujet central, la réhabilitation de la famille, c'est la réponse au problème. Les politiques n'y peuvent plus rien, la police n'y peut plus rien, la gendarmerie n'y peut plus grand-chose. Les institutions publiques sont dévalorisées, les journalistes ont le plus grand mal à faire leur travail. Dans ce délabrement général, il ne reste que le noyau familial. Et on voit bien d'ailleurs dans la difficulté qu'a la mère de Naël, quand elle fait son émission hier, seule, en tant qu'elle-même, face à M. Bouafsi, eh bien, elle a l'expression de la réalité de cette complexité. Je n'en veux pas à la police, je n'en veux pas aux institutions, j'en veux au policier qui a tué mon fils, parce qu'il aurait pu faire des tas d'autres choses plutôt que de tuer mon fils, et j'aurais compris qu'il fasse tout le reste, mais ça, je ne le comprends pas. Là, c'est quand elle est seule, en effet, dans ce dialogue avec Mohamed Bouazizi. Elle n'est pas dans cet environnement complexe. Ce que vous voulez dire, c'est qu'à l'inverse, lorsqu'elle était en dialogue, par exemple, avec la famille Traoré, là, elle se sentait plus prise dans un Non, j'ai entendu, quand elle appelle à la marche blanche, elle appelle à une marche blanche, et on entend une voix qui lui dit, c'est une marche de la révolte. Ce ne sont pas ses mots. Ce ne sont pas ses mots. Voilà. Donc moi j'écoute ce qu'elle dit. Ce ne sont pas ses mots à elle, et je le précise d'ailleurs. J'avais fait une confusion hier là-dessus, et c'est très bien de pouvoir le redire ce matin. Un dernier mot, Alain Boer, sur la question de l'état d'urgence. Si j'en crois vos explications, vous n'êtes pas favorable à l'établissement d'un couvre-feu ou d'un état d'urgence? Non, je suis pour faire sortir les familles. Je suis pour que l'État appelle les familles à reprendre la rue, à reprendre le contrôle de leur vie, à reprendre le contrôle de leur cité, à reprendre le contrôle de ce qui se passe dans l'ensemble du dispositif, à sortir de cette idée qu'ils ne sont que des usagers passifs pour les refaire redevenir des citoyens actifs. Ceux des cités et ceux d'ailleurs, car comme c'est toute la France qui est concernée, la question territoriale vient de disparaître. Est-ce qu'il n'y a pas un danger à encourager les habitants eux-mêmes à descendre la plupart des témoignages, ils disaient avoir vu ça de leur balcon ou de leur fenêtre. Oui, rares sont ceux qui n'ont osé descendre. Mais je leur demande pas d'aller s'occuper des bandes, je leur demande d'aller s'occuper de leurs enfants. Parce que dans les bandes, c'est chaque fois un enfant qui est dans la bande. L'effet de groupe existe. Je suis en train de réécrire une préface à Gustave Le Bon, Psychologie des foules, parce que ça me semble d'être une actualité entre les gilets jaunes, les soulèvements de la terre, les mouvements des retraites et les émeutes. On est en fait toujours dans des effets de groupe. Or, les groupes, ce ne sont que des individus qui se sont associés à un moment donné pour une période donnée. Il n'y a qu'un seul espace qui peut lutter efficacement contre la désagrégation sociale et sociétale,
c'est le retour au principe de la responsabilité familiale, du rôle des parents, et d'ailleurs souvent ce sont des parents isolés, qu'il ne faut pas sous-estimer non plus, qui méritent d'être aidés, soutenus et valorisés, plutôt que déconsidérés dans une bureaucratie imbécile et purement comptable. Ce moment-là est peut-être venu, et d'ailleurs la République, elle est née sur la citoyenneté, au nom de la citoyenneté. Je propose un cours de relecture générale de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça fera du bien à tout le monde, et surtout à l'appareil d'État. Que l'on en revienne donc à la citoyenneté. Alain Boer, deux références donc de livres, La psychologie des foules de Gustave Le Bon, qu'il est toujours bon de relire, et puis votre dernier livre, Au bout de l'enquête, c'est aux éditions First. Merci d'être venu faire le point ce matin sur RMC et BFM TV. Il est 8h53.